Bonjour tout le monde. Voilà, je voudrais tout d'abord remercier François Héran de m'avoir invité à présenter ici mon approche de l'argumentation des valeurs, conçue comme une éthique du discours. Et par éthique du discours, je sais que c'est un mot qui a beaucoup de significations différentes, mais celle que moi je vais activer ici aujourd'hui, j'entends ici l'espace public de délibération et de réflexion où le sujet et ses alter-ego s'interrogent sur des questions existentielles, sur ce qui fait sens pour eux et justifie la rationalité et la légitimité de leur position et de leurs dires respectifs face à autrui. Les argumentateurs et leurs auditoires acceptent et savent alors pertinemment que l'autre du discours est ou peut être un juge critique intraitable. Je ne mettrai pas l'accent sur les valeurs que l'on évoque dans les cérémonies officielles, mais sur celles qu'invoquent ces individus. Les valeurs personnelles ou collectives sont alors des moteurs, et je tiens beaucoup à cette métaphore, des moteurs, des sources d'énergie intérieure qui activent ce que Libération avait nommé le 27 mars 2020 à propos de la pandémie du Covid, la machine à questions existentielles est lancée. L'immigration afghane en constitue une illustration spectaculaire. Les débats auxquels elle donne lieu ont les qualités de l'étude de cas pour tout chercheur soucieux d'analyser les rouages de la raison pratique, soit un mode d'argumentation des valeurs orienté et dynamisé par la recherche de voies menant à l'action. Ce régime de rationalité comprend certes la question du rapport des institutions et des individus à la vérité référentielle, mais aussi, tout autant, aux questions souvent oubliées du bien, du mal, du juste et de l'injuste, de l'équitable et de l'inique. L'argumentation y régule des procédures de rationalisation de l'opinion. Elle est alors le champ de ce que Perelman nomme la logique du préférable. Logique procédurale, intrinsèquement délibérative, où l'individu évalue, juge et hiérarchise les bonnes raisons de ses droits et de ses décisions. C'est pourquoi je vais tenter de prouver ici que le plus apparemment aporétique des dialogues de sourds possède toujours encore une aptitude à créer ou à maintenir du lien entre les adversaires, du fait même de la nature du système du langage, où quand il y a système du langage, il ne peut pas ne pas y avoir de lien. Donc, du fait même de la nature du système du langage, du discours et de l'argumentation. Là où il y a interaction verbale, il y a nécessairement lien social, volonté de se mesurer aux difficultés d'un contexte socio-historique et politique commun. Les controverses autour de l'immigration afghane sont cependant fréquemment présentées dans les médias comme des dialogues de sourds, des ritournelles d'arguments de gauche ou de droite prévisibles d'avance et arborant une structure dichotomique figée. La démocratie délibérative serait bien, quant à eux, dans une impasse. Je voudrais cependant formuler et justifier ici une hypothèse différente. Il existe, dans l'ensemble des discours polémiques dichotomiques sur l'immigration, un courant défendant une autre approche, minoritaire, mais Dieu merci, ce courant existe, minoritaire, mais consciente de la complexité des réalités culturelles, sociales, morales
et politique de l'immigration, et n'ayant pas peur de les affronter publiquement. Ces défenseurs mettent leurs responsabilités individuelles et collectives en œuvre afin de revisiter une dichotomisation jugée erronée, simplificatrice et nuisible. Il s'agit de poser les jalons d'une dédichotomisation, condition nécessaire d'un passage à l'action lucide, conciliateur et donc innovateur. Et lorsque j'ai trouvé dans mon corpus, dont je vais vous dire tout de suite quelques mots, les auteurs dont je viens de résumer la prise de position, ça m'a semblé vraiment extrêmement intéressant parce que, à travers leurs mots, c'était donc dans les médias, dans les textes profanes, j'entendais des échos de ce que Perelman m'a enseigné sur la négociation des dissociations dans les raisonnements. Donc une convergence extrêmement intéressante qui est la contribution de l'argumentation que je voudrais vous transmettre. Quant au corpus de ma contribution, il comprend environ 200 articles. Il s'agit de tribunes, d'éditoriaux, d'analyses publiées dans Libération, Le Monde et Le Figaro, mais j'ai également inclus quelques articles du Causeur et des forums où les lecteurs du Monde et du Figaro réagissent à des discours politiques concernant la question de l'expulsion juridiquement impossible des déboutés ou l'oscillation binaire entre le cœur et la raison. Il s'agit d'articles publiés à partir du mois d'août 2021, mais également de quelques articles antérieurs ou postérieurs, où l'argumentation des questions de fond politiques et morales est particulièrement pertinente pour mon objet d'étude. Angenot, 2008, pose à la fin de son ouvrage séminal sur les discours de sourds, les dialogues de sourds, pardon, une dernière question fort troublante que je résume en ces termes. À quoi bon polémiquer, soit continuer indéfiniment à défendre les mêmes arguments quand on sait pertinemment qu'on n'a aucune chance de persuader ses adversaires? Sa réponse est d'ordre éthique. Angenot parle, ce sont les mots qu'il emploie, d'autodépassement, de transcendance, de l'espoir indestructible de parvenir un jour à être à la hauteur du modèle auquel le polémiqueur aspire à ressembler et dont il espère obtenir un jour la légitimation de ses choix et de ses actes. Je voudrais cependant complexifier cette approche et ajouter à ce face-à-face, qui est finalement un face-à-face avec soi-même, autodépassement, c'est une éthique des vertus perfectionnistes. Je voudrais cependant complexifier cette approche et ajouter à ce face-à-face avec soi-même le face-à-face interactif, inéluctable, avec l'autre de l'éthique. Face-à-face constituant une étape cognitive et de ce fait partageable. Cette étape critique délibérative est une étape heuristique, antérieure au passage à l'action. Quel que soit le camp auquel chacun s'identifie, pour ou contre l'immigration, ouverte, fermée ou réservée aux demandeurs d'asile, tous les camps y gagnent à mes yeux, puisque cette étape enrichit et complexifie la réflexion. C'est ça qui est extrêmement important. Et inclut souvent des propositions de réponse que je n'aurai malheureusement pas le temps de traiter, des propositions de réponse à une ultime question fondamentale, que faire? Cela implique cependant que l'on considère l'acte de juger non seulement
comme une procédure de stigmatisation, mais aussi comme une procédure évaluative, cognitive. Il ne s'agit pas ici pour moi de jouer les belles âmes moralisatrices, ni de nier que le jugement de valeur stigmatisant joue un rôle central dans la pérennité des dissensus. Je voudrais uniquement augmenter la visibilité d'une étape cruciale concernant les procédures d'accès à un type de savoir souvent méconnu, le savoir construit par l'argumentation des valeurs. Le plan de mon argumentaire comprend les 4 étapes suivantes. Un cadre théorique, bref et sélectif autant que possible, concernant la notion de valeur, le jugement de valeur cognitif et une brève définition de la délibération démocratique mise en œuvre dans mon intervention. Deuxièmement, l'analyse des métadiscours critiques sur une valeur en soi, le débat. Troisièmement, la délimitation d'un espace délibératif public dichotomique conduisant à la hiérarchisation des valeurs. Hiérarchisation conçue comme une procédure dynamique interactive. Quatrièmement, une avancée, et dernier point, une avancée dans la voie de la dédichotomisation, soit l'analyse critique du couple notionnel moral-politique, donnant lieu à la problématisation de la notion de force de l'argument. Donc, concernant mon cadre théorique, j'insiste beaucoup sur le point suivant. Le langage n'a pas pour unique visée de dire le vrai, le faux ou l'erreur. Le langage nous sert aussi à évaluer le bien et le mal, le juste et l'injuste, et bien d'autres valeurs encore. Celles-ci seront considérées ici, de ce fait, avec Angenot, comme des sources d'énergie, activant la confrontation verbale du réel et du virtuel idéal. Le jugement de valeur entraîne fréquemment, dans le cas des mises en mots de l'immigration, la hiérarchisation raisonnée des valeurs invoquées. On donnera par exemple la primauté à la générosité ou à la fermeté, à l'humanisme ou à la sécurité, et l'on justifiera ces prises de position dans le cadre d'une rhétorique perçue dans les termes de Perelman comme une logique du préférable. Le fait de considérer l'argumentation comme une logique du préférable implique que l'on croit dans la possibilité de rationaliser le choix des valeurs en les justifiant face à l'autre du discours. C'est de son regard critique de cet autre que dépend l'étape finale de la rationalisation de l'opinion. La polémique autour de l'immigration afghane comprend certes des jugements de valeur stigmatisants, mais elle comprend aussi simultanément des jugements de valeur cognitifs. Ceux-ci n'ont pas pour fonction de jeter le discrédit sur les opinions adverses, mais de raisonner ad rem et non plus ad hominem, et de contribuer à l'élaboration de décisions lucides et réfléchies. Le questionnement éthique, le travail de réflexion exige que l'on tente de peser, dans un premier temps, aussi impartialement que possible, le pour et le contre, afin de pouvoir ensuite trancher, soit valoriser ou dévaloriser les options s'offrant au jugement en connaissance de cause, et s'orienter vers des propositions en vue d'un passage à l'action. Il s'agit de construire un savoir axiologique qui vient au discours
au cours de procédures argumentatives, évaluatives, interactives. Ce savoir n'est ni absolu, ni prescriptif, ni atemporel, mais très distinctif, essentiel, je tiens beaucoup à ce mot, perfectible, c'est-à-dire qui est transformable et non pas sans issue. Le sujet libre et responsable de l'éthique du discours argumentatif est capable de ce fait de se transformer et d'évoluer, soit de modifier ses cadres de pensée et de cesser de juger dans du déjà pensé. Le corpus de cette contribution confirme, comme on le verra plus bas, les positionnements épistémiques de Bernard Manin, de Marcelo Dascal et Amnon Knoll, de François Héran, lorsqu'ils invitent leurs auditoires à dissocier l'aspiration au consensus de la délibération démocratique. L'argumentation n'a pas alors pour visée de persuader, mais d'inviter à une étape de réflexion. Bernard Manin attribue ainsi à la délibération, plutôt qu'à la volonté générale, le statut de norme et de principe directeur de la décision démocratique. Le pluralisme des valeurs étant incompatible avec l'idéal d'accord général, c'est de la démocratie délibérative que dépend la voie menant à l'action politique. Dascal et Knoll soulignent le fait que la délibération favorise la dédichotomisation partielle des controverses. Elle ouvrirait la voie à l'innovation et à l'écoute de l'autre. Héran, 2017, confirme la pertinence de ces prises de position lorsqu'il rappelle, je cite, que la démocratie requiert en amont le temps de l'analyse et du débat, et qu'il insiste sur la nécessité de dédichotomiser, dans le cas de l'immigration, l'opposition entre morale et politique. Donc, quelques mots sur quelques exemples concernant qui sont des métadiscours sur le débat, d'un côté débat valorisant, de l'autre côté débat dévalorisant. Héran souligne à propos du débat que tout se passe, je cite, comme si la controverse sur l'accueil des immigrés avait son pendant dans une controverse sur le droit de chacun à en débattre. Je voudrais, pour ma part, rendre compte tout d'abord des jugements dévalorisants ou valorisants dont le débat est la cible, le débat qui apparaît soudain comme une valeur en soi, et où il apparaît, les jugements dévalorisants multiplient les noms et les épithètes axiologiques péjoratifs, dénonçant l'instrumentalisation fallacieuse du débat, et donc la transgression de l'une des normes évaluatives essentielles de la force de l'argument, la rectitude éthique, l'intégrité. Sous les déclarations morales politiciennes apparentes, se profilerait, disent les auteurs de mon corpus, se profilerait la réalité du calcul et, par exemple, le chantage aux migrants que des États peu scrupuleux manient comme une arme géopolitique face à une Europe désarmée. Le couple notionnel de Perelman, apparence-réalité, que la nouvelle rhétorique perelmanienne considère comme un mode de raisonnement fondamental, est ainsi fréquemment invoqué afin de dénoncer les fantasmes et les crispations idéologiques identitaires empoisonnant le débat public, le monde du 6 septembre, au lieu d'accomplir l'acte de regarder la réalité en face. On lit ainsi dans ce même journal le 30 août que ce versant du débat est davantage un facteur de division que de coopération. Et le jour suivant, le 31 août, dans un éditorial intitulé « Immigration et asile », refusait la rhétorique de la peur.
qu'il nourrit la peur de l'étranger, le fantasme de l'invasion, et véhicule à cette fin des propos outranciers, déconnectés des réalités, apparence-réalité. Le débat serait de ce fait la scène de venimeuses et vaines joutes politiques. Il serait en fait figé dans une oscillation binaire sans issue. Le Figaro du 20 août le qualifie même d'éternel débat et constate le 25 août que l'obligation morale de la France à l'égard des Afghans ayant coopéré avec elle ne parvient même pas à modifier les couples dichotomiques d'antan. À peine l'angoisse humanitaire proclamée, une bascule radicale aurait fait ressurgir la fameuse dichotomisation sous forme d'un retour au principe de précaution et du souci du sécuritaire. Rien ne pourrait donc éradiquer les ritournelles répétitives de pseudo-débats. Est enfin dénoncée l'analogie non plus heuristique mais fallacieuse qui glisse d'une similitude ponctuelle à une assimilation totale, l'amalgame. On lit ainsi dans une tribune du Monde de juillet l'argumentaire d'un collectif d'associations et de chercheurs qui, je cite, dénonce les amalgames entre immigration, migrants, communautarisme, islam et terrorisme. Ce versant du débat, aussi sombre soit-il, et peut-être précisément parce qu'il est aussi sombre, ne parvient pas à neutraliser son contraire, l'aspiration à repenser le débat sur l'immigration, soit à réactiver sa dimension cognitive créative. Mon corpus comprend en effet simultanément des passages où le devant de la scène publique est occupé par un rappel des forces du débat délibératif, revivifié par une valeur fondamentale, la démocratie, et par la nécessité d'élaborer un savoir axiologique en vue d'un passage à l'action. Donc, il y a simultanément apologie du débat. Et voilà ce que cela donne. On entend donc simultanément s'élever des voix comme celle d'un journaliste de Libération qui, rendant hommage à un chercheur, je cite, « ne perd pas une occasion de débattre, y compris avec l'extrême droite. L'objectif, démonter les idées reçues sur l'immigration, tenter de changer les cadres de pensée actuels qui associent migrants et misère et font dévier tout débat autour des migrations sur la place des musulmans en France. » Le Figaro, en septembre 2021, rappelle quant à lui, je cite, « Le conflit est consubstantiel à la démocratie. Le polythéisme des valeurs ne s'y tranche pas par les armes, mais par une conversation rationnelle, argumentée et libre. Il ne serait pas l'antichambre, mais l'antidote de la guerre civile. C'est l'exercice du débat loyal, contradictoire, qui distingue nos sociétés libres des régimes autoritaires. » Il est bien question dans cette citation de dédichotomisation, soit, je cite, de démonter les idées reçues et de changer les cadres de pensée. On y retrouve aussi quelques traits distinctifs de l'argumentation. La mise en œuvre d'interactions verbales, certes conflictuelles et contradictoires, mais rationnelles, argumentées et libres, est l'une des normes de l'évaluation de la force de l'argument et de sa validité, la loyauté, soit la rectitude éthique. Et à présent,
de la délimitation d'un espace délibératif public dichotomique à la hiérarchisation des valeurs, que je conçois comme une procédure de réflexion constructive et heuristique. Les jugements de valeur à l'œuvre dans mon corpus remplissent d'une part une fonction critique de balisage du champ des coupures cognitives. On rencontre ainsi se barricader versus accorder un droit d'asile, Le Monde. Les bons réfugiés versus les flux migratoires irréguliers, Le Monde. La réelle politique, soit la fermeté politique expéditive du pouvoir exécutif versus la complexité des réalités vécues par la société civile dans le monde. Un individualisme tyrannique versus un communautarisme envahissant. Ce type de dichotomisation renforce le sentiment que l'opinion publique est condamnée à ne connaître que des dialogues de sourds aporétiques. Et pourtant, comme je vais tenter de le démontrer ci-dessous, les mises en mots des prises de position par trop clivantes encouragent, à contrario, une partie des polémiqueurs à chercher comment dédichotomiser ces couples notionnels. Le débat enflammé autour de l'immigration renvoie alors les débatteurs à des questions existentielles, soit aux valeurs auxquelles ils souhaitent donner la primauté. Aussi me semble-t-il nécessaire de passer à présent à la hiérarchisation dont elles sont l'objet. Prendre position est certes une façon de souligner non seulement ce que l'on choisit, mais aussi ce que l'on refuse. Mais il n'en reste pas moins, à mes yeux, que cela conduit le polémiqueur à se positionner toujours par rapport à. Et derrière par rapport à, il y a donc du lien, quelque chose qui travaille. Par rapport à, dans le champ de l'intersubjectivité et des interdiscours, et donc à tenir compte, à s'en servir pour affirmer d'autres questions éthiques. La hiérarchisation des valeurs joue un rôle rationnel déterminant. Elle constitue une avancée dans la voie menant à la tentative de répondre aux questions éthiques. Qui est-ce que je veux être? Que faire dans cette situation? Le Figaro du 21 août place ainsi la force d'un engagement exclusif envers les vrais réfugiés au-dessus de la force investie dans le traitement des demandeurs inéligibles ou déboutés, inexpulsables. Effectuer un autre choix reviendrait à faire preuve, je cite, d'impuissance publique et d'un manque de courage. Libération souligne que la droite valorise de plus en plus l'efficacité, de préférence à l'ordre juridique, soit la souveraineté du pouvoir politique, plutôt que le statut des jurisprudences nationales et européennes. On peut enfin considérer comme spécifique de ce type de raisonnement une série de hiérarchisations liées au couple notionnel, le cœur et la raison. La sécurité plutôt que la solidarité dans le monde. La raison plutôt que l'humanisme aussi dans le monde. Ou au contraire, replacer l'humain au centre du débat, libération. L'argument qualifié par Perelman de règle de justice joue ici un rôle important. Cette règle prescrit, sous sa forme formelle originelle, de traiter de la même façon des individus jugés égaux parce que partageant un même sort. Mais, à peine cette règle énoncée, Perelman précise qu'il est impossible de définir la notion abstraite absolue de justice égalitaire dans le champ de la raison pratique, où elle est remplacée par une autre valeur, l'équité. L'argument du deux poids, deux mesures conduit ainsi à confronter une assistance jugée inconditionnelle
accordé aux migrants avec le traitement inique accordé aux autochtones vivant dans la précarité. Les forums consultés en comprennent de très nombreuses occurrences de ce type de raisonnement. On lit ainsi dans le causeur, mais il n'y a pas que dans le causeur, nos dirigeants et toute la caste des bien-pensants larmoient devant les souffrances des Afghans et haussent les épaules devant celles des Français. Ce même site avait même affirmé le 12 juillet que ce qui est inique, c'est de placer l'égalité du traitement au-dessus d'une rigueur sélective permettant seulement d'accueillir les demandeurs d'asile dignement. Il y a enfin du lien, attestation de la mémorisation et du recensement des différents points de vue circulant dans l'interdiscours. Dans ce passage concernant la fonction argumentative de la conjonction dite de coordination, mais la rhétorique argumentative perelmanienne et la théorie de l'argumentation dans la langue d'Oswald Ducrot se recoupent ici, dans le cas d'un raisonnement en deux temps, mis en œuvre par la conjonction mais. Celui-ci atteste que dissensus et interaction ne sont pas des antonymes incompatibles. La partie de l'énoncé à la gauche de mais serait l'argument A1, avancé par l'un des opposants en faveur d'une conclusion C1. L'argument postérieur à mais, un argument A2 en faveur d'une conclusion inverse ou très différente, C2, celle du proposant. Celui qui la considère bien sûr son C2 comme un argument plus fort. Celui-ci montrerait ainsi, en évoquant C1, même s'il pense C2, qu'il tient compte du point de vue adverse avant de prendre position, comme une sorte d'exercice préparatif. La dynamique argument-réfutation, aussi radicale soit-elle, implique toujours encore ici du lien interactif. On lit ainsi, et quand je suis tombée sur cette citation, j'étais vraiment folle de joie, dans un forum, quelqu'un qui s'appelle Pierre-Marie Muraz, c'est dans le Forum du Monde, et le début de la citation, je vais voir si c'est... Voilà, en lettres capitales, Pierre-Marie Muraz a écrit « L'asile, oui, virgule, mais ». Et après ce « mais », il cite en fait ce qu'il a entendu circuler pour ou contre, et ce dont je déduis qu'il y a vraiment une écoute, il y a quelque chose que l'on mémorise, même si on ne partage pas la vie, et qui permet donc d'avancer un petit peu. En direction de quoi? Bien, en direction d'une réflexion sur que faire et comment passer à l'action, l'action étant un concept inhérent, sine qua non, de la rhétorique argumentative. Et ce fameux Pierre-Marie Muraz conclut le bien commun doit être défini par l'exercice de la raison, soit par une logique du préférable. Mon corpus contient enfin de nombreuses prises de position concernant la hiérarchisation axiologique de la morale et de la politique. Je lui consacre donc le dernier point de mon exposé. Il s'agit d'une tentative de dédichotomisation permettant de revisiter la définition de la notion de force de l'argument. Les jugements dévalorisants concernant la politique, il y en a plein. Venimeuse et vaine joute politique, cruauté politique,
instrumentalisation de l'immigration à des fins intéressées, bal des hypocrites, hypocrisie, démontrent certes que les hommes de pouvoir et la politique face à cette catastrophe humaine ne sont pas en odeur de sainteté dans les discours du sens commun de l'époque. Les protestations véhémentes contre l'instauration d'un délit de solidarité, c'est une formule terrible, délit de solidarité, destiné à sanctionner l'accueil illégal des réfugiés clandestins sont du même ordre. Le nom axiologique mélioratif solidarité y est subordonné au terme institutionnel péjoratif criminalisant de délit. La syntaxe contribue ici à la dénonciation d'une contradiction oxymorique, plaçant le respect de la légalité au-dessus d'une valeur républicaine pourtant fondamentale, la fraternité. Ces qualifications prouvent, par leur distance critique évaluative, que dans ce contexte où se posent des questions existentielles, il est plus que jamais nécessaire et justifié d'associer et de concilier, le verbe concilier là est à mes yeux extrêmement important, et de concilier éthique et politique. Le fait qu'il semble y avoir entre elles des coupures cognitives graves ne signifie nullement que ces dernières sont légitimes et insolubles. Les prises de position tentant de dissocier efficacité politique, froide et cynique, et bons sentiments idéalistes utopiques, sont alors perçues comme faisant obstacle à la compréhension et à la complexité de la situation. Mon corpus confirme donc le point de vue de François Héran lorsqu'il affirme que la distinction entre morale et politique, je cite, n'a en l'occurrence aucun sens, et que le choix entre ouverture et fermeture, accueil maximal et minimal, est inséparablement, dit François Héran, politique et morale. Il serait vain de défendre l'idée « ici finit la morale et commence la politique ». La qualification de cruauté politique, Libération, ou l'épithète politique est subordonnée au nom axiologique péjoratif cruauté, et dans ce contexte, même à contrario, une forme de confirmation syntaxique de la thèse de l'articulation incontournable de la morale et de la politique. Libération donne la parole le 24 août 21 à un ancien ministre, cofondateur du Festival des idées, qui évoque, après avoir affirmé que l'inaction en matière d'immigration serait à la fois une faute morale et un précipice politique. Donc, à ses yeux, nécessité d'un réarmement politique et moral. La complexité des réalités sociopolitiques de l'immigration exigerait donc l'articulation de la politique et de l'éthique, et non pas une juxtaposition symétrique, égalitaire de pôles contraires. Le Monde du 12 janvier 21 publie ainsi une tribune rédigée par 5 associations qui abondent dans ce sens. Celle-ci souligne les injonctions suivantes. Rompre ce dialogue de sourds, sortir des postures et des discours convenus, ouvrir inlassablement les voies d'un vrai dialogue, seul capable de construire des réponses concrètes à des questions difficiles et des situations complexes. Et il y a là, intervient à ce moment-là, une critique des métaphores de l'équilibre et de l'équilibriste, et afin d'argumenter, au contraire, non pas en faveur de l'équilibre, mais en faveur de la conciliation.
Le Monde du 18 août qualifie l'attitude de l'Union européenne d'exercice d'équilibrisme entre son devoir moral et sa volonté politique d'éviter un flux migratoire en provenance de l'Afghanistan. L'enjeu est bien, lit-on dans Le Monde, de trouver comment passer de la dichotomie à la compatibilité, soit d'une impossible équation kafkaïenne à la conciliation entre la gestion politique des problèmes et des valeurs humanistes. Et quand je vois dans le texte du Monde les deux notions de compatibilité et de conciliation, j'entends en écho le texte de Perelman qui utilise exactement ces termes. Rencontre donc ici entre ces personnes qui croient que le salut est du côté d'un travail par le dialogue de dédichotomisation et ce que l'argumentation rhétorique peut apporter à la compréhension de ce qui se passe. La conception de la dissociation des notions défendue par la nouvelle rhétorique perelmanienne est ici particulièrement éclairante. Elle ne prône pas, en effet, une oscillation dichotomique équilibrée, mais un remaniement plus profond, toujours provoqué par le désir de lever une incompatibilité. L'enjeu est la recherche d'un compromis, dit Perelman, de la restructuration de notre conception du réel, d'une tentative de conciliation des exigences opposées afin de tenter de résoudre cette incompatibilité. Celle-ci peut certes donner lieu à plusieurs aménagements de concepts, dit Perelman, soit même entraîner dans cette recherche de réaménagement à nouveau une lutte entre des solutions proposées. Mais le traité ne considère pas ce genre de lutte comme aporétique ni comme désespérant. Il s'agit de quelque chose de profondément conforme à la raison pratique de l'homme rhétorique. Il s'agit de délibération exigeant un travail de réflexion opiniâtre, dit le traité, je cite, nécessitant les plus difficiles justifications. L'un des couples antithétiques les plus fréquents, humanité versus fermeté, a souvent pour contexte les métaphores de l'équilibre et de l'équilibriste et de la ligne de crête. Aspirer à un équilibre entre humanité et fermeté, soit entre morale et politique, est certes une avancée par rapport à la dichotomisation. Mais ce comparant métaphorique ne résout pas les difficultés suivantes. Qui dit équilibre dit mise à égalité abstraite, symétrique, déconnectée de la complexité des réalités sociopolitiques. Équilibre, lit-on, dans une remarque de l'entrée du Trésor de la langue française informatisée, peut aussi avoir un sens péjoratif et être conçu comme un état statique. L'égalité symétrique neutraliserait dans ce cas l'option de transformation innovatrice et de fait équilibriste. Et se tenir sur la ligne de crête sont dans mon corpus des jugements de valeur stigmatisants. Le 17 août 21 paraît dans Le Monde un article intitulé « Face au drame humanitaire annoncé en Afghanistan, Emmanuel Macron joue les équilibristes ». Équilibriste y est repris par ligne de crête et chemin étroit. Aucune de ces métaphores ne contient de traits distinctifs évoquant l'interaction effective des notions de morale et de politique. Les comparants évoquent plutôt une valse hésitation stérile. L'enjeu est bien, lit-on dans Le Monde, le 9 août 2021, de trouver comment passer de la dichotomie à la compatibilité, vous vous êtes rappelé, Perelman, à la compatibilité, soit une impossible équation kafkaïenne
à la conciliation. Ce terme est aussi souligné par Perelman et Albrecht-Titeka. Conciliation entre la gestion politique des problèmes et les valeurs humanistes. Libération donne le 24 août 21 à un ancien ministre qui évoque, après avoir affirmé l'inaction en matière d'immigration, il dit que la situation d'inaction serait à la fois une faute morale et un précipice politique. La nécessité d'un réarmement politique et moral. La conjonction de coordination et ne renvoie pas ici à la métaphore de l'équilibre, mais à la nécessité d'aménagement partiel, théorique et pratique, rendant la morale et la politique compatibles sans pour autant annuler leurs différences. Les métadiscours sur le couple notionnel, moral et politique permettent enfin de confirmer la pertinence de la conception de la force de l'argument théorisée par la nouvelle rhétorique perelmanienne. Force ne réfère ni automatiquement ni exclusivement à l'argumentaire ayant réussi à persuader l'auditoire, et donc à le faire adhérer à son point de vue. Force impliquerait, dans le champ de la raison pratique, que l'on s'interroge sur deux critères foncièrement différents de l'argumentation valide, mais a priori aussi légitimes l'un que l'autre: l'efficacité et la rectitude éthique, soit une approche pragmatique donnant la primauté aux résultats et aux conséquences, et une approche éthique donnant la primauté à la mise en œuvre d'interrogations et de sentiments moraux. L'efficacité serait une norme évaluative inhérente au discours politique et l'évaluation du juste et du bien, une pratique éthique déontologique. La rhétorique argumentative perelmanienne souligne néanmoins que ces deux régimes de rationalité ne sont pas incompatibles. Nous n'avons pas à choisir de nouveau un camp, ou pragmatique, ou éthique déontologique. Il ne serait, dit-il, ni absurde, ni condamnable d'affirmer que l'efficacité et la validité éthique peuvent former un couple notionnel interactif, concilié, en dépit de différences fondamentales. Si néanmoins on dissocie les notions d'efficacité et de validité, soit la fameuse fermeté politicienne de l'humanité et de l'angélisme, on court le double risque, selon Perelman et Albrecht-Titeka, de jeter sur elle la validité, la suspicion, et de diminuer simultanément l'efficacité de l'argument politique. Rappelez-vous le ministre cité par Libération. C'est exactement, ces deux textes font écho. Il disait que l'inaction en matière d'immigration serait à la fois une faute morale et un précipice politique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas conciliation, s'il n'y a pas interaction, eh bien, il y a une baisse de qualité et un affaiblissement aussi bien du côté de la morale que du côté de la politique. L'interaction entre le normal et la norme, soit entre politique et morale, peut agir cependant, ajoutent les auteurs, dans les deux sens. Si l'efficace fournit le critère du valable, l'idée que l'on se fait du valable ne peut rester sans effet sur l'efficacité des techniques. Il peut y avoir interaction, soit axiologisation de l'argument politique, et bien sûr, ancrage de l'aspiration morale, qui n'est pas utopique et qui n'est pas idéaliste, et en interaction donc avec l'efficacité, ancrage de l'aspiration morale dans un contexte concret, jugé à raison incontournable. Voilà. Quelques mots de conclusion.
les tentatives de dédichotomisation n'ont pas, j'en suis consciente, le pouvoir magique de surmonter tous les obstacles de l'inter-incompréhension, ni assurément celui d'y mettre fin. Ces tentatives garantissent toutefois l'écoute temporaire des prises de position de l'autre et l'affirmation commune d'un sentiment de responsabilité envers la configuration de l'avenir. Comment l'argumentateur polémiqueur pourrait-il résister aux crises politiques et sociales, mettant en danger la société civile où il vit, s'il ne met pas son autonomie et son sens des responsabilités au service d'argumentaires, certes polémiques, mais créant néanmoins des conditions de possibilité d'un passage créatif à l'action. La contribution de l'argumentation à l'immigration en débat se situe donc ici dans le champ d'un régime de rationalité axiologique accessible, à mes yeux, à tout débatteur, mais pourvu qu'il assume sa liberté de penser et pourvu qu'il assume ses responsabilités individuelles et collectives, et qu'il soit donc désireux, vraiment désireux, de mettre en œuvre, de justifier et de faire partager les valeurs qui font sens à ses yeux et qui permettent d'ouvrir et de négocier les voies menant à l'action, qui est la valeur ultime. Je vous remercie de votre attention. Bien, mais écoutez, je crois que après ces débats, on aura tous l'occasion, je crois, dès demain ou après-demain, de regarder les diapositives, parce que là, vous n'avez pas toujours fait défiler les diapositives au même rythme que votre discours. Il y avait un décalage qui parfois... mais vous pouvez rattraper ça dès demain, je crois. En fait, la mise en ligne est vraiment très rapide. Dès demain ou après-demain, vous aurez donc la possibilité de revoir ces deux diaporamas extrêmement riches qui étaient, je dirais, animés par ce qu'on appelle en philosophie le principe de charité. Vous savez, le principe de charité dans les années 60, c'est les philosophes Quine, Davidson, etc., qui ont émis cette idée, c'est que le principe de charité, ça consiste à poser le principe que l'autre a quand même des raisons de penser ce qu'il dit, qu'il faut lui donner les meilleures chances possibles d'une interprétation positive. Et au fond, c'est un peu ce que vous avez, c'est un peu le principe qui vous anime. Moi, ce qui me frappe dans les débats actuels, c'est que les personnes qui débattent ne sont pas du tout animées par le principe de charité. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Enfin, on cherchait vainement la tentative de conciliation. Donc, du coup, voilà, ça m'interroge. Enfin, je pense que vous avez l'une et l'autre, pas de la même façon, mais quand même... pas de la même façon, effectivement, mais que vous avez quand même l'une et l'autre une vision relativement optimiste des choses, puisque le dissensus le plus dramatique, finalement, a quand même une valeur de lien social. Et puis, pour Roselyne, vous allez encore plus loin. Enfin, d'une certaine manière, il y a toujours du lien social à partir du moment où on débat, quel que soit l'affrontement des opinions. Voilà, donc là, je vous interpelle un peu et je voudrais d'abord entendre la défense. Est-ce que ça marche? Non, ne faites rien. Vous allez parler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai une vision optimiste. J'insère la polémique dans la rhétorique, qui signifie en quelque sorte que par le débat par la parole, on a une guerre, si vous voulez, par la parole, on évite la violence physique. Au-delà de cela, je ne pense pas du tout avoir dit que les débats étaient mus par le principe de charité. Au contraire. Non, j'ai pas dit ça. Oui. Je dis pas que les débats sont. Oui. J'ai dit que vous avez un principe de charité vis-à-vis des non,
et des proposants et des opposants de tous les camps. Ce que j'essaye de voir, au fond, c'est tout d'abord pourquoi ça bloque. Donc, on part de la constatation que ça bloque. Et ce que j'essaye de dire également, ce n'est peut-être pas très optimiste, mais c'est un fait, c'est que le fait de retrouver en quelque sorte les arguments fallacieux, c'est-à-dire de voir un petit peu pourquoi un tel aurait tort et pourquoi une autre raison, d'essayer de rétablir la raison dans ce dialogue, est une mission bien pensante, mais qui malheureusement se heurte à toutes sortes d'obstacles. Et ces obstacles sont la structure particulière des polémiques publiques, qui fait qu'il y a beaucoup d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, que par exemple, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, les polémiques dans l'espace public sont construites et diffusées par les médias, et que les médias les orientent dans une direction politicienne, et que cette direction politicienne transforme complètement le débat, ce qui fait que pour régler la chose, il ne faudrait pas voir quels sont les bons et les mauvais arguments, ou essayer de voir comment les gens pourraient s'entendre, mais peut-être essayer de persuader les médias, ce qui ne doit pas être une tâche facile, de présenter les choses de façon un petit peu différente, non pas en termes politiciens, non pas en termes électoraux, mais de façon, si vous voulez, plus délibérative. Également le fait que, par exemple, le fait qu'il y ait des argumentaires, certes, permettent une intervention dans l'espace public, mais d'un autre côté, provoque ces communautés virtuelles, provoque ces identifications qui deviennent identitaires et qui font que les gens, finalement, ne s'écoutent plus parce que c'est leur identité même qui est en jeu. Donc, à partir juste de ces... Ou alors le fait qu'au lieu de discuter, mais excusez-moi, j'avais vu ça aussi dans une polémique aux États-Unis sur le mur, le fameux mur mexicain, vous savez, que Donald Trump voulait construire. Et voilà, il y avait des gens des deux côtés, hein, de droite et de gauche, à partir d'un article de Thomas Friedman dans le New York Times, qui, au fond, étaient en quelque sorte, je dirais, presque d'accord, mais qui s'insultaient et qui étaient tous, d'une part, focalisés totalement sur une attaque contre Donald Trump. Ce qui fait qu'on ne parlait même plus du mur mexicain. Et il y a quelque part... Alors ça, ce sont des réalités sur le terrain. Moi, si vous voulez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein, je suis une analyste du discours, donc je regarde ce qu'il y a. Et c'est ça qu'il y a. Donc il y a cet écheveau. Cet écheveau, je ne sais pas comment il faut le démêler, mais avant de proposer des solutions, je ne sais pas si moi je suis à même de proposer des solutions, j'essaye de faire un état des lieux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai qu'en fin de compte, bon, je finis par dire que, heureusement quand même qu'il y a de la polémique et pas la guerre civile, mais ça ne veut pas dire voilà, que j'ai un très grand principe de charité. Oui, je défends la polémique comme mode de rhétorique, ça c'est vrai. D'accord. Alors moi, le mot charité, je ne me débrouille pas du tout avec. Et c'est très loin de... Non, mais le principe de charité en anglais, ça n'a rien à voir avec la charité chrétienne. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est un principe d'herméneutique. Oui, mais le mot, quand même, on fait crédit le plus possible à la parole de l'autre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Oui, parce que moi, je crois qu'il y a ici tellement... Enfin, le discours dans les médias, dans la majorité des médias, qui accuse tellement... un dialogue de sourds, insoluble, etc., est une façon de bloquer, exerce une influence sur l'opinion publique extrêmement négative. Et j'ai trouvé que, étant donné que dans ce corpus que je me suis donc construit pour venir ici, vous rencontrer, il y avait des articles où on voyait très très bien que les auteurs de ces articles, soit des associations, soit des intellectuels, soit des politologues, etc., se rendaient vraiment compte qu'il fallait tout faire pour dédichotomiser, parce que, et ce n'est qu'un début,
si on arrive à comprendre à quel point il est important de dédichotomiser, eh bien, on pourra petit à petit retourner dans la direction de ce qui est le plus important, c'est un passage à l'action. Et c'est quoi le passage à l'action? Le passage à l'action, c'est de travailler, de trouver des propositions concernant l'intégration et l'assimilation des migrants. Maintenant, je voudrais faire une comparaison aussi. Pourquoi est-ce que j'ai montré qu'il y avait des hiérarchisations de valeurs différentes et qui étaient conciliables? Dans le domaine de l'éthique, même si vous regardez la question de l'indignation, j'ai encore un autre exemple, je vais essayer de ne pas l'oublier. Il existe une éthique du discours indigné. Tout le monde peut s'indigner, pousser des cris et passer à autre chose. Mais quand on regarde ce que les chercheurs ont écrit là-dessus, depuis Aristote d'ailleurs, Boltanski et d'autres dont j'ai oublié maintenant le nom, ça, je regrette. Magno, par exemple. Par exemple, oui. Qu'il y a une étape préliminaire par laquelle on peut passer et il faut passer si on veut avancer et si on veut faire quelque chose. Et cette étape, eh bien, c'est d'essayer de prendre le temps de comprendre les positions adverses, ce qui ne veut pas dire que mon ennemi devient brusquement mon ami, mais comprendre l'autre. Et le comprendre en faisant un effort, c'est Aristote qui le dit, avec bienveillance. Et Boltanski insiste aussi là-dessus. Bienveillance, ça veut dire quoi? Pas je vais me mettre à aimer mon ennemi, mais je vais le respecter en tant qu'il a sa façon de raisonner, il a sa rationalité. C'est ça que j'appelle le principe de charité. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Mais voilà. Non, mais alors, est-ce que je pourrais... Alors, je vais peut-être préciser un peu ma question. Nous avons reçu ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, Marie Veniard. Oui. Vous avez vu ça, qui est intervenue sur justement le dualisme humanité mais fermeté, qui ressemble parfois à humanité mais inhumanité. Hein. Bon, c'est un peu le problème. Et elle montrait que, selon qu'on regardait la version courte formulaire ou la version développée de ces arguments, derrière l'apparente conciliation entre humanité et fermeté, il y avait en fait une hiérarchisation humaine mais ferme, qui était plutôt un plaidoyer pour la fermeté. Mais alors elle, et c'est ça peut-être sur quoi je voudrais vous interroger, elle est plutôt attentive au langage, c'est une analyse du langage, c'est une linguiste, si vous voulez, et qui donc va regarder dans comment les connecteurs fonctionnent, mais étant un de ces connecteurs, alors que vous êtes davantage dans l'analyse rhétorique, éthique, philosophique même, je dirais. Et si vous avez vu Veniard analysant oui mais, hein, humaine mais ferme, comment vous réagissez alors par rapport à son analyse qui ne correspond pas vraiment à la vôtre, enfin qui montre que derrière une apparente conciliation, il y a en fait une hiérarchie assez dure. Mais il y a une hiérarchie, mais ça ne me dérange pas. Je trouve ça normal, c'est inscrit dans le système du langage. D'ailleurs, je suis aussi linguiste. D'accord. Et bien sûr, mais néanmoins, et d'ailleurs Ducrot a une remarque très ironique que je n'ai pas citée, parce que quand il dit, bon, lorsque j'utilise mais, je ne donne pas des informations, je fais de l'argumentation dans le langage. Et il dit, avant mais, à la gauche de mais, je vais citer l'autre, et pour montrer patte blanche, parce que dans la doxa de la culture dans laquelle je vis, il faut montrer qu'on est capable de prendre en ligne de compte l'opinion de l'autre, dit-il. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça qu'il continue son raisonnement. Et je voudrais ajouter, excusez-moi, quelque chose que je voulais ajouter tout à l'heure. Lorsque Ruth et moi, nous avons travaillé ensemble sur la question des régimes de rationalité, et il y avait là-bas un auteur, Tyndall, qui insistait beaucoup là-dessus et qui disait que quand on veut essayer de comprendre, de
d'avoir des relations normales avec les autres, le b.a.-ba, c'est d'essayer de comprendre comment ils raisonnent. Et ça me semble ici être quelque chose d'extrêmement important, parce que ça ne garantit bien sûr pas la résolution du problème de l'immigration, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental que dans les débats dans la société civile, chacun de nous devrait essayer de faire comme une heuristique, comme un travail de préparation. Ensuite, c'est normal que chacun de nous va faire ses choix et va s'orienter, mais au moins il aura pris la peine d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Merci. Je crois qu'on peut demander à ouvrir la discussion avec la salle. Est-ce que